Bonjour à toutes et à tous. Tous les matins, l'interview politique sur Sud Radio, 8h30, 9h. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec notre invité, Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget de François Hollande, condamné en appel en mai 2018 à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. Jérôme Cahuzac, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je précise que vous êtes éligible depuis mai dernier. Lors de votre procès en appel, entre février et mai 2018, vous étiez défendu par Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, relaxé hier par la Cour de justice de la République, reste garde des Sceaux. Est-ce que vous vous en réjouissez? Je suis très heureux pour lui, à titre personnel. J'en suis également très heureux pour notre pays, car il me semble qu'en relaxant Éric Dupond-Moretti, la justice avec un grand J a probablement débouté la justice avec un petit J. Moi, je suis un citoyen comme un autre. J'ai aucune légitimité électorale. Mais comme tout citoyen, il me semble que j'ai le droit d'avoir une appréciation sur ce qui se produit, se passe dans notre pays, et que ce que la magistrature comporte de plus hauts fonctionnaires est décidé, est voulu, est tout fait pour que leur ministre de tutelle, le garde des Sceaux, soit condamné, c'est-à-dire contraint à la démission, m'a quand même, j'allais dire surpris, peut-être même choqué. Non pas qu'il s'agisse de défendre je ne sais quel membre de je ne sais quel milieu politico-médiatique, la justice doit être la même pour tous, mais qu'un ancien procureur général près de la Cour de cassation, que l'actuel procureur général près de la Cour de cassation, que l'ancien directeur des services juridiques, aujourd'hui président de Bobigny, se soit relayé comme ça pour l'accabler à propos d'un délit dont Guy Carcassonne disait que c'était un délit stalinien. Moi qui le disais. Guy Carcassonne, cet immense juriste que malheureusement nous avons perdu maintenant il y a plus de 10 ans, que les choses se soient donc passées comme je viens de le décrire, oui, m'avait quand même surpris et un peu choqué. Alors pourquoi seuls les ministres peuvent-ils disposer d'une juridiction d'exception? Je dis ça parce que Emmanuel Macron avait pensé supprimer et avait promis la suppression de la Cour de justice de la République. Parce que je pense... enfin, cette institution, la Cour de justice de la République, répond, me semble-t-il, à un besoin qui est celui de faire la part des choses entre la délinquance de droit commun et la faute politique. Mais est-ce que les politiques sont jugés avec la même sévérité que les citoyens ? Si j'en juge par les condamnations qui tombent un peu comme à gravelotte sur notamment d'anciens responsables politiques, et sans contester en rien la sanction qui m'a été infligée, j'en suis un exemple, il ne me semble pas que la justice soit moins sévère, la justice ordinaire soit moins sévère. Dès lors qu'un délit est constitué qui relève des cours de justice ordinaire, il ne me semble pas que d'anciens ou d'actuels responsables politiques soient traités avec clémence. En revanche, ce que la Cour de justice de la République doit apprécier, est de savoir si un ministre, dans le cadre de ses fonctions, a commis un délit qui peut être sanctionnable, ou une faute politique qui ne relève pas, pour le coup et alors, de la justice. Il y a un peu plus de 10 ans, le 8 février 2013, vous étiez mon invité sur RMC et BFM TV à 8h30. Depuis 3 mois, 3 mois avant, ce 8 février 2013, vous étiez accusé, depuis 3 mois, d'avoir détenu un compte bancaire non déclaré en Suisse jusqu'en 2010. Argent ensuite déplacé à Singapour. Mediapart poursuivait son enquête. Vous niez devant les députés. Le 8 janvier 2013, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale. Et donc un mois plus tard, le 8 février 2013, nous sommes face à face. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu.
de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Ces accusateurs, pourquoi vous accusent-ils, Jérôme Cahuzac? Faudrait le leur demander, car ce sont eux qui ont démarré cette campagne abominable il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Vous avez pensé à démissionner? À aucun moment. À aucun moment? À À aucun quitter moment. le gouvernement? Pourquoi démissionner quand on se sait innocent? Jérôme Cahuzac, vous avez menti ce matin-là. Pourquoi avez-vous menti? Ce qu'on vient d'entendre, ce que j'ai fait, les 45 secondes ou la minute à l'Assemblée nationale, tous ces moments-là me hantent. Ça me hante. J'ai été ce que j'aurais jamais voulu être, j'ai fait ce que j'aurais jamais voulu faire. Mais c'est quelque chose que je dois assumer. J'essaye de le faire depuis 10 ans. J'essaye de le faire dignement, je reconnais ce qui s'est passé. La question n'est pas de savoir pourquoi j'ai menti. En général, on ment quand on est acculé. On ment parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Mais même en disant ça, je suis gêné parce que je ne me trouve pas d'excuses. Donc, je vais Mais pas en quittant le studio... Pardonnez-moi, mais je vais pas vous donner des explications qui pourraient sembler être des excuses. Je ne m'en accorde pas. Et si vous me permettez, je n'en abuserai pas, je vous le promets. Mais une citation littéraire... pendant toute cette période, naturellement, j'ai eu l'occasion de réfléchir, d'essayer de comprendre. J'ai lu un livre de Bernanos qui s'appelle Journal d'un curé de campagne, et à la fin, il y a une phrase à laquelle je pense souvent. Le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. C'est ça le plus dur. Vous êtes pardonné à vous-même? Je crois pas. Mais vous êtes coupable ou victime? Oh non, j'étais coupable. Vous étiez coupable? Oh, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Vous avez menti à François Hollande aussi? Là, on aborde un sujet qui est compliqué parce que je ne reviens oui, mais pas... essentiel. Je suis pas Jérôme sûr. Cahuzac. Je suis pas sûr, mais je vais vous expliquer mon point de vue. Oui. Je viens pas pour me venger de Dupont ou de Durand. Je suis absolument pas dans la revanche. Absolument pas. Mais François Hollande affirme, je vous dis ça parce que François Hollande affirme que vous lui avez menti en privé. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il savait que vous aviez détenu un compte en Suisse? Écoutez, l'entretien que nous avons eu avec François Hollande et moi, nous sommes deux à savoir ce que nous nous sommes dit, lui et moi. Il y a une règle que moi je respecte et qui veut que et qui impose d'accepter ce que j'appelle l'asymétrie des positions. Un président de la République a tous les droits. C'est d'ailleurs précisément parce qu'il a tous les droits qu'il peut être jugé parfois sévèrement à la fin de son mandat. Un président a le droit de dire ce qu'il veut d'un entretien qu'il a eu avec n'importe qui. Mais ce n'importe qui, en l'espèce moi, n'a pas le droit de dire ce que fut la nature d'un entretien avec un président de la République. Moi, je respecte cette règle. Donc, dans cette position totalement asymétrique, où l'un peut dire ce qu'il veut, et d'ailleurs ne s'en prive pas, où l'autre ne peut rien dire, parce que de toute façon, ce serait rentrer dans un débat qui ne peut pas bien se terminer, ni pour l'un ni pour l'autre. C'est la question que vous me posez, elle n'est pas indiscrète, elle n'est pas inconvenante. Alors j'ai une autre question. Elle me met dans une situation impossible, car je ne peux pas vous répondre. Alors j'ai une François Hollande dit ce qu'il veut. une autre question. François Hollande dit ce qu'il veut, il en a le droit. Et moi je ne dis rien, parce que on ne dit rien des entretiens en tête-à-tête qu'on a eu avec un président de la République. Est-ce que François Hollande dit vrai? Je ne vous suivrai pas sur ce débat. Alors, est-ce que vous avez, j'ai une autre question, est-ce que vous avez menti sur ordre? Je ne vous suivrai pas dans ce débat-là. Je vous suivrai pas. C'est pas un débat. Alors, pardon, là je vais vous répondre. Là je vais vous répondre. Je ne sais pas si j'avais d'autres possibilités que celles que j'ai malheureusement utilisées à l'Assemblée nationale. Mais la question n'est même pas là. J'ai menti. J'ai eu tort. J'ai commis une faute morale. J'en suis le seul responsable et je dois l'assumer.
La question n'est pas de savoir si j'ai reçu l'ordre ou pas. Celui qui, en définitive, décide de mentir, c'est moi. Et c'est donc à moi d'assumer, sans faire porter cette responsabilité sur quiconque, d'autre que moi. Je suis le seul responsable. Je pouvais partir, je pouvais dire autre chose, fuir, n'importe quoi. J'ai décidé de rester et de mentir, j'en suis le seul responsable, c'est moi qui l'ai fait, je dois l'assumer. Vous avez pensé aux millions de Français qui vous ont écouté, qui vous ont regardé. Moi, je me souviens de la fin de notre interview, Jérôme Cahuzac, après les réactions des auditeurs. Je me souviens. Vous avez pensé à eux? J'ai déçu, j'ai provoqué de la colère, j'ai provoqué de la peine. En réponse, j'ai été l'objet d'une haine très difficile à vivre, et les gens m'en voulaient d'autant plus qu'ils m'avaient cru. Je les comprends. Vous ne niez pas votre culpabilité, vous ajoutez « ce n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que mon retour l'est ». Pourquoi ce retour n'est-il pas immoral? Ce débat sur la morale est très compliqué. Moi je pense qu'il faut essayer d'en rester à des choses simples. Je sors au fond d'un bannissement social et civique de près de 10 ans. Alors certains voudraient qu'il continue, d'autres estiment qu'il a été trop long. Je ne rentre même pas dans cette question-là. Après 9 heures, nous aurons des auditeurs qui vont réagir à votre intervention. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais quoi qu'ils me disent, je l'assumerai. Il faut en revenir à des choses simples, vous disais-je. J'ai été condamné. Je n'ai pas discuté la sanction. Je n'en avais d'ailleurs pas les moyens. J'ai purgé ma peine. Je me suis tu. Cette peine purgée, toutes les peines étant purgées, il n'est pas contestable. Il ne peut pas m'être contesté le fait que je suis redevenu un citoyen comme les autres. Je n'ai pas, évidemment, plus de droits qu'un autre, mais je n'en ai pas moins. Ce point-là ne peut pas être contesté. D'ailleurs, je suis très surpris que certains qui me reprochent à juste titre d'avoir enfreint la loi, d'avoir enfreint le droit, refusent de m'accorder le bénéfice du droit, qui est celui dont je dispose en indiquant que j'ai les mêmes droits qu'un autre. Mais un responsable politique, j'insiste bien sur les mots, un responsable politique condamné doit-il avoir le droit de revenir en politique? En politique, je dis. La justice a prévu ce cas. La justice me l'a interdit pendant 5 ans puisque j'étais condamné à 5 ans d'inéligibilité. La justice est rendue au nom du peuple français. Au nom du peuple français, il a été estimé que pendant 5 ans, je n'avais pas ce droit. Dès lors que cette peine est purgée, ça veut dire que ce droit est rétabli. Pardon. Ou alors, ni le jugement, ni le droit, ni le code pénal, rien de tout ça n'a de sens. Dès lors que j'ai retrouvé la plénitude de mes droits, je trouve très curieux les raisonnements que je peux entendre et qui consistent à exciper d'autres choses que le droit pour me priver de droit. Alors je vous écoute. Je dispose légitimement. Je vous écoute, Jérôme Cahuzac, et vous dites toujours « j'ai le droit ». Comme si c'était « j'ai le droit ». Mais j'ai le droit au sens juridique. J'ai le droit au sens juridique. Au sens juridique. Et est-ce que vous avez le droit moral pour clore ce débat sur la morale? Est-ce que vous avez le droit moral? Si on est d'accord que sur le plan juridique... Oui. Et quand je parle de ces droits, je parle de droits juridiques, n'est-ce pas? Nous sommes un pays régi par le droit, nous sommes un État de droit, personne ne peut s'en exonérer, je l'ai fait, j'ai été sanctionné pour cela, c'est normal. Mais à partir du moment où cette peine est purgée, vouloir me priver, au fond, des droits élémentaires, de penser, de m'exprimer, d'aller où je veux, d'avoir l'activité que je choisis, dès lors naturellement qu'elle est légale, vouloir me priver de cela, en tout ou partie, ne me paraît pas légitime. Donc quand je dis j'ai des droits, je parle des droits juridiques. Ensuite, vous évoquez le droit moral. C'est une question qui est très compliquée. Peut-être est-il moral que je souhaite vouloir réparer. Je pose la question, je ne l'affirme pas.
Peut-être mes concitoyens que je rencontre dans le Lot-et-Garonne, cette terre de France à laquelle je suis viscéralement attaché, peut-être que ces concitoyens que je rencontre et qui me demandent de revenir, parce qu'ils me demandent de revenir m'occuper d'eux d'une certaine manière, peut-être le font-ils sans se poser cette question morale, mais tout simplement parce qu'ils veulent qu'on s'occupe d'eux. Et je vois bien que dans ce qu'on appelle le milieu politico-médiatique, et pour la partie politique, surtout dans la partie gauche, on va dire, je vois bien que certains, au nom de la morale, me disent qu'il n'est pas acceptable que je prétende avoir les mêmes droits qu'un autre. Encore une fois, ça me surprend. Ça me surprend parce que, surtout de la part de responsables de gauche, c'est quand même la gauche qui a aboli la peine de mort physique. 81, Mitterrand, Badinter, proposition du Parti socialiste depuis toujours, c'est la gauche qui a aboli la peine de mort physique. Et c'est aujourd'hui à gauche que je constate que certains voudraient instaurer, au fond, une peine de mort sociale et civique. Je trouve ça un peu paradoxal. Vous avez été maire de Villeneuve-sur-Lot de 2001 à 2012, député de 2007 à 2012, Jérôme Cahuzac. En 2022, vous disiez à propos d'un retour en politique, ce serait manquer de lucidité. J'étais inéligible. Oui. Bon, quand on est inéligible, parler de retour en politique, oui, c'est effectivement manquer singulièrement de lucidité. Alors aujourd'hui, vous êtes éligible. Est-ce que vous pensez vous présenter à une prochaine élection ? Rien n'est impossible, Jean-Jacques Bourdin. Rien n'est impossible, ça veut dire quoi? Vous n'engagez pas ces interviews, vous ne dites pas oui à des interviews, vous n'organisez pas des réunions publiques sans penser à ce qui peut se passer demain. Oui, alors vous êtes trop avisé pour cela, oui, Jérôme Cahuzac. Vous êtes gentil de me faire ce compliment. Mais non, c'est pas un compliment, c'est une réalité. Quand on dit à quelqu'un qui est trop avisé, c'est plutôt un compliment. Je oui, ça autre chose. Mais je vous en. Mais moi j'ai une question précise. J'ai une question précise. Je constate que certains, vous semblez en être, ont du mal à comprendre que le seul plaisir d'arpenter de ces terres, d'aller dans des marchés où j'aimais aller, le seul plaisir de rencontrer des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans, nous tombons dans les bras l'un de l'autre. Je pense à ces deux marchands à Mont-Saint-Pran-Libos qui étaient des amis que je n'ai évidemment pas vus pendant 10 ans, et on est tombés tous les trois dans les bras l'un de l'autre. Rien que ce plaisir-là vaut la peine que je suis en train de vivre en répondant à des questions difficiles, en entendant ma voix d'il y a 10 ans et en ayant honte de ce que j'ai pu dire. Rien que ce plaisir-là vaut cette peine-là. Et peut-être aujourd'hui, cela suffit. Je ne sais pas ce que sera l'avenir, vous non plus d'ailleurs. La prochaine élection est dans 3 ans, la suivante dans 4 ans. J'ai l'habitude de répondre, mais ça va sûrement pas vous plaire. Mais vous envisagez de vous présenter ou pas? Tout est une question de circonstance. Je ne sais même pas si ça sera possible. Pourquoi ? Je vois bien cette haine, ce déchaînement de violence à mon égard qui recommence chez certains commentateurs, chez certains éditorialistes. Si je suis revenu dans le Lot-et-Garonne, c'est bien sûr par plaisir, c'est peut-être aussi avec l'espoir d'être utile un jour, peut-être à nouveau. Mais encore faut-il que cela me soit possible. Vous êtes revenu dans le Lot-et-Garonne au contact du public pour chasser les démons, pour chasser le passé? Les démons sont plutôt à Paris me concernant, ils sont pas vraiment dans le Lot-et-Garonne. Enfin, je ne crois pas. Est-ce que vous savez, tous les gens que j'ai rencontrés lors des moments que j'y ai passés, alors peut-être y a-t-il un biais, peut-être ne sont venus me voir que des gens qui ont pour moi de l'estime ou de l'affection, il y en a quand même. Il y a sûrement un biais d'ailleurs. Mais enfin, aucun n'a tenu le raisonnement ou ne m'a fait les remarques que j'entends aujourd'hui chez certains commentateurs ou certains éditorialistes qui, au fond, et d'ailleurs je comprends pas bien d'ailleurs avec quelle légitimité, mais ils le font et c'est leur droit, tiennent des propos dont le but est de m'interdire, au fond, d'envisager toutes les hypothèses. Je suis très surpris de cette violence. Est-ce que vous avez participé au désamour des Français pour les responsables politiques ou pour la politique? Oui, certainement. Pour ma part, oui. Oui, bien sûr. Oui. Pour ma part, oui, bien sûr. Vous restez un homme de gauche? Pardon. Oui. Au désamour des Français pour la politique, oui. Mais, comment dirais-je, ma vie, fort heureusement,
ne se résume ni à ces 4 mois, ni aux propos que je vous ai tenus, et encore moins aux 45 secondes de l'Assemblée nationale. Moment dont je vous dis qu'il me hante. Peut-être tous les jours et probablement la plupart des nuits, ça me hante. Mais je ne l'effacerai pas. Mais il y a vous avez une dette. Vous avez une dette envers les Français. Vous avez une dette envers les députés. Vous m'avez dit, je vais être... Vous m'avez dit, si je viens vous voir, c'est que j'ai une dette aussi envers vous. Oui, parce que vous êtes le seul à m'avoir dit les yeux dans les yeux. Le seul. Le seul. Et je vous ai menti les yeux dans les yeux. Mais vous êtes le seul qui m'a demandé les yeux dans les yeux. Alors, la formule est tellement belle, et le moment tellement fort, et le scandale tellement énorme ensuite, que tout le monde a repris à son compte les yeux dans les yeux, parce que la formule est belle. Mais cette formule n'est que de vous, et personne d'autre ne m'a demandé de lui répondre les yeux dans les yeux, Jean-Jacques Bourdin. Personne d'autre, ça c'est clair. Mais dans le Lot-et-Garonne, on ne parle pas de ça. Moi, je vois des gens qui me disent cet hôpital, c'est génial. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a l'hôpital, parce que il y a un énorme problème de démographie médicale. Vous êtes médecin, je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas. Il y a un énorme problème de démographie médicale. Il y en a qui me disent, maintenant, grâce au début de désenclavement que vous avez pu faire, d'abord c'est plus rapide naturellement, mais surtout c'est beaucoup moins dangereux. Il y avait 1, 2, 3 accidents mortels sur la route qui a fort heureusement été remplacé par cette 2 fois 2 voies. Quand j'étais à Mont-Saint-Pan-Libos, j'ai rencontré 2 anciens salariés de l'usine sidérurgique. Accessoirement, il y avait des milliers de salariés, il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Vous avez 20 hectares de friches industrielles. C'est un pays qui a été sinistré par la désindustrialisation. J'ai rencontré 2 anciens salariés qui m'ont dit, vous savez, on a bénéficié du plan amiante, c'est grâce à vous. Parfois, j'ai l'impression, enfin, je suis pas le seul à avoir cette impression-là, hein, mais en revenant 10 ans après, je me dis, il y a de France quand même. Il y a ce bout de France, ce territoire rural, où les gens, d'une part, me disent leur bonheur de bénéficier de ce que j'ai pu faire, le regret peut-être que davantage n'ait pu être accompli. Et puis, j'arrive dans cette capitale, pourquoi ? Parce qu'une partie de ma vie y est aussi. Et là, je découvre un monde où, au fond, je suis condamné au bannissement perpétuel. Un monde, pardon, qui me condamne ? Ou qui voudrait me condamner au bannissement perpétuel, au nom de critères et avec une légitimité dont je vois mal, mais peut-être à tort, hein, ce qu'ils sont ni d'où elle provient. Jérôme Cahuzac, nous allons observer une petite page de publicité, quelques infos rapides, et ensuite, vous avez accepté de rester avec nous pour répondre aux questions des auditeurs, mais j'ai encore quelques questions sur l'actualité du moment, et notamment sur la gauche. Où en est la gauche ? Est-ce que vous êtes toujours un homme de gauche ? Oui, vous êtes toujours un homme de gauche, Jérôme Cahuzac. L'égalité des chances, la justice sociale, l'émancipation de l'homme par le travail et la culture sont toujours, me semble-t-il, des objectifs parfaitement nobles et qui sont plutôt identifiés comme étant des objectifs de gauche. Alors, si être de gauche, c'est garder ça au cœur, c'est espérer que tout cela advienne. Alors bon, oui, je suis de gauche, mais comme vous le savez, et vous en étiez déjà rendu compte il y a 10 ans, aucun de ces objectifs ne peut être atteint si on nie les réalités économiques, hein, dont il faut évidemment tenir compte précisément pour atteindre ces objectifs. Mais je vous réponds à ça en me demandant même si j'ai le droit de vous répondre comme ça. Moi, j'entends les critiques des uns et des autres qui me font un procès en illégitimité morale et qui, au fond, m'interdisent d'aborder des sujets d'actualité de cette nature-là. Ce procès je sais même pas si, en répondant à cette question, oui, je vais pas de nouveau choquer, indigner. Je suis dans une grande incertitude en la matière, je ne vous le cache pas. Bien, vous allez donc répondre aux questions des auditeurs et j'ai quelques questions d'actualité sur l'état de la France. Est-ce que la République se délite, par exemple? C'est l'une des questions que je vais vous poser juste après les infos de 9h. Il est 8h58, vous êtes sur Sud Radio. Il est 9h04, Jérôme Cahuzac. La guerre au Proche-Orient qui divise les Français, le drame de Crépol qui divise les Français. Est-ce que la République est en train de se déliter? La République, je ne crois pas. C'est un régime politique auquel les Français sont très attachés, fort légitimement d'ailleurs. Et donc je ne crois pas que ce soit la République qui soit en question. En revanche, c'est vrai que la nation est peut-être en train de se déliter et que le lien entre les Français, ce lien qui fait la nation,
Ce lien-là est en train de se distendre. Je crois que c'est Renan qui disait la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Ce qui fait que que nous restons malgré tout, et que nous, le cas échéant, redeviendrons une nation forte, c'est ce sentiment d'appartenance à un cher et vieux pays qui un jour a osé proclamer à la face du monde les droits de l'homme et du citoyen. Moi, je crois en la nation, mais je constate que les liens se distendent, que les hostilités entre les uns et les autres prennent des proportions considérables, dont témoignent d'ailleurs certaines scènes à l'Assemblée nationale, enfin, les insultes, les claquements de pupitre, un député qui traite un ministre d'assassin, un autre qui met le pied sur un ballon de football sur lequel la tête du dit ministre est dessinée. Ce lien se distend incontestablement. La République, elle, n'est pas en cause. Là, vous faites allusion à des députés LFI. Le PS s'est vendu à LFI ? Là encore, je ne récuse en rien les propos que j'ai pu tenir et je n'ai évidemment pas changé d'avis, mais je comprends que certains puissent être agacés, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce que j'ai dit. Mais pour autant, quand même, le Parti socialiste est un parti qui a donné 2 présidents de la République à la France, dont l'un fut réélu une fois, qui a donné un Premier ministre, Lionel Jospin, en 1997. C'est un parti qui savait présenter des candidats aux élections législatives dans 577 circonscriptions et qui, lors des dernières élections législatives, a été absent dans plus de 500. Est-ce que cette stratégie qui a été voulue par les actuels dirigeants du Parti socialiste fait l'unanimité ? Qu'il me soit juste permis de dire que lors du dernier congrès du Parti socialiste, il y a au moins la moitié des adhérents qui n'étaient pas d'accord. Et donc, il ne semble pas que cette stratégie soit perçue comme étant la bonne par les actuels adhérents du Parti socialiste, et au moins pour moitié. Et peut-être que d'anciens membres du Parti socialiste, François Hollande, Bernard Cazeneuve, pourquoi pas moi, peut-être que ceux-là pensent qu'effectivement abandonner toute une culture de gouvernement, tout un sens des responsabilités, et au fond tout espoir même de retour au pouvoir pour obtenir des garanties sur des circonscriptions bien choisies et bien ciblées, peut-être que tout cela n'est pas pertinent. Oui, vous le pensez. Franchement, que ce n'est pas pertinent, Jérôme Cahuzac. Bon, ce qu'on va faire, on va écouter nos auditeurs. Ils sont nombreux, très très nombreux. 0826 300 300 à vouloir dialoguer avec vous. Par exemple, Eric, qui habite Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Eric. Bonjour. Jérôme Cahuzac est avec vous, Eric. Oui, absolument. Pas de problème. Bonjour, monsieur Cahuzac. Bonjour, monsieur. Alors, tout d'abord, je tenais à vous féliciter du courage que vous avez aujourd'hui à revenir en politique malgré tout ce qui a pu être dit et tout ce qui a pu être, je dirais, écrit à votre sujet. Moi, ce que je retiens de votre passage à Villeneuve-sur-Lot, ça reste des bons moments. Ça reste aussi, je dirais, un travail acharné pour la ville et des projets qui ont été menés au bout, à bien, par vos soins. Voilà. Aujourd'hui, Villeneuve-sur-Lot est passé de l'autre côté de la barrière. Malheureusement, ce n'est pas mon choix et je n'ai pas choisi cette chose-là. Mais bon, il faut faire avec. Donc ma question est la suivante. Quelle serait, je dirais, votre plus grande motivation pour reconquérir Villeneuve-sur-Lot dans 3 ou 4 ans? Qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce que vous souhaitez réellement faire et apporter à Villeneuve-sur-Lot en revenant en politique? D'abord, monsieur, merci pour vos appréciations. Merci infiniment du fond du cœur. Deuxièmement, le retour en politique, ce n'est pas moi qui le déciderai, ce sont les électeurs. Ce sont les électeurs qui ont le dernier mot. Il faut se présenter devant les électeurs, pour qu'ils décident. Oui, mais il faut être élu. Oui, Jérôme Cahuzac. Pour faire de la politique, il faut être élu. Je ne le suis pas, et donc. Mais vous pourriez l'être. De mon point de vue, le retour en politique, seuls les électeurs peuvent le décider. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Et donc vous vous présenterez. Ce sont les électeurs qui décideront. Personne ne peut le faire à leur place. Donc vous vous présenterez. Ensuite, et pour répondre plus directement à la question d'Éric, avant de répondre à la vôtre, Jean-Jacques Bourdin, je dirais que si je le décidais,
ce serait pour finir un travail qui, me semble-t-il, n'est pas achevé. Il reste des choses à faire, que j'avais l'intention de finir quand les choses ont dû s'arrêter pour moi. Comme m'a dit un jour un ami, qui se reconnaîtra sûrement, il m'a dit, écoute, le boulot est pas fini, tu dois revenir. Je ne sais pas ce que je ferai, mais il est vrai que le boulot n'a pas été fini. Bien. Eric, vous voulez ajouter quelque chose, parce que je prends Frédéric aussi, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Moi, la seule chose que j'ajouterais, oui, c'est que, écoutez, si Monsieur Cahuzac se représentait, bien évidemment, vous voteriez pour lui? Complètement, sans problème, à 200%. Voilà. Et ce que je voulais dire aussi pour finir, c'est que Monsieur Cahuzac a payé sa dette. Ne l'oublions pas. Bien, Frédéric est à Blagnac. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Moi, j'aurais un peu une sorte de double question à M. Cahuzac dessus. M. Cahuzac, je fais partie, vous savez, des professions qui sont contrôlées et réglementées, comme certains nombres de mes confrères. Dans nos professions, en cas, malheureusement, je dirais, de faute ou de faute pénale ou autre, nous avons des sanctions qui nous entraînent non seulement à des radiations de nos chambres professionnelles, voire à une interdiction définitive d'exercer. Pensez-vous, dans ma première question, que ce soit quelque chose de compatible, que ce soit quelque chose de tolérable, qu'il n'y a pas de deux poids, deux mesures? Et deuxièmement, demain, si vous brillez un mandat à la mairie, pour redevenir maire, vous allez redevenir le premier magistrat de votre commune. Pensez-vous que ça puisse être compatible avec votre sanction qui a été précédemment exercée, dans lequel je laisse la justice, je ne mets aucun jugement en la matière, vous avez payé votre dette, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a eu une condamnation, vous allez devenir le premier magistrat de cette commune. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un manque, je dirais, pour pouvoir exercer? Alors en fait, vous avez... Bonjour monsieur, pardon. Vous posez une double question, mais qui n'appelle en fait qu'une seule réponse. Au fond, ce dont vous vous plaignez, c'est qu'il n'y ait pas une deuxième chance. Quand vous évoquez la radiation définitive, vous regrettez qu'il n'y ait pas une deuxième chance. C'est-à-dire que vous regrettez que un individu ayant commis une faute, ayant payé pour cette faute, vous regrettez que cet individu ait à payer cette faute toute sa vie. C'est la question fondamentale de la deuxième chance. Et il est vrai que pour accorder une deuxième chance à un individu, un de vos confrères ou de vos collègues auxquels j'imagine vous deviez penser, ou un responsable ou un ancien, devrais-je dire, responsable politique a été condamné, pour accorder cette deuxième chance, c'est vrai qu'il faut une société finalement suffisamment sûre d'elle-même et de ses règles pour qu'elle ait l'audace, le courage, qu'elle prenne le risque d'accorder cette deuxième chance. Votre question, c'est la question de la deuxième chance. Chacun y répond dans le secret de sa conscience. Moi, enfin, j'avais promis de pas faire trop de citations littéraires, on va finir par m'en vouloir, comme d'habitude d'ailleurs, dans ces cas-là. Mais pourquoi êtes-vous toujours... Pourquoi pensez-vous qu'on vous en veut? Oui, vous avez raison, je devrais cesser d'intérioriser ça. Je devrais revenir vous voir plus souvent, Jean-Jacques Bourdin. Non, mais j'ai l'impression, vous écoutant, j'ai l'impression, vous écoutant que tout le monde vous en veut. Vous avez raison, il faut que je cesse d'intérioriser ça, vous avez parfaitement raison. Et donc, merci de gommer ce que je viens de dire, et permettez-moi de citer Victor Hugo, vous voyez, Renan, Victor Hugo. Bon, Victor Hugo a dit une chose que je trouve assez juste dans Les Misérables. Il dit, il a écrit, à propos naturellement de Jean Valjean, il a dit « Aucune loi, aucune sentence ne peut empêcher un homme de devenir meilleur ». Je ne sais pas si je suis devenu meilleur. Ce que je sais, c'est que une épreuve telle que celle que j'ai vécue, que mes proches ont vécue, ça peut pas vous laisser indemne, hein. Bien, il est 9h14, j'ai encore deux questions et puis je vous laisse aller. Jérôme Cahuzac, Pierre et Jean-Paul seront là dans un instant. Un peu de pub et on se retrouve. Jérôme Cahuzac, encore deux auditeurs qui ont envie de dialoguer avec vous. Pierre, qui est à Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, oui, je voulais dire ceci. Je pense qu'il faut distinguer le citoyen... Jérôme Cahuzac vous écoute et est prêt à vous répondre. Vous pouvez dialoguer avec lui. Parfait. Alors donc je disais que en fait il faut distinguer le citoyen de l'homme politique. Autant en tant que citoyen, en effet, M. Cahuzac a payé sa dette. En tant qu'homme politique, il n'y aura jamais prescription. Et pourquoi? Vous avez parlé de la deuxième chance à l'instant. Mais la deuxième chance, elle n'est pas là pour condamner la personne qui a été quelque part condamnée. Elle est là pour protéger la société. C'est-à-dire si on refuse de donner la deuxième chance, c'est parce qu'on veut protéger la société. Et je pense que en tant qu'homme politique, vous
vous aurez tout à y perdre, à la fois parce que psychologiquement, je pense que ça sera très très dur, parce que les gens ne vous pardonneront pas, tout simplement parce que les gens ont de la mémoire, et surtout les gens aujourd'hui ont quelque part sont en colère contre les hommes politiques en général. La preuve, vous voyez le procès qui vient d'avoir lieu à l'instant, où le garde des Sceaux vient d'être plus ou moins n'a rien eu. Relaxé, pardon, oui. Et cela, ça contrarie les gens. Donc je pense que très franchement, vous avez tout à y perdre. Et quand bien même on se sentirait indispensable, je crois que nous ne sommes pas indispensables dans la société. Oui, mais Pierre, avant de laisser Jérôme Cahuzac répondre, vous dites, chaque fois qu'un politique est relaxé, les gens se mettent en colère. Mais pourquoi ? Pardon, les politiques ont le droit aussi à une justice équitable, non ? Oui. Ou est-ce que vous pensez que parce qu'on est un responsable politique, parce qu'on l'a été ou parce qu'on l'est, on doit systématiquement être condamné pour faire plaisir au peuple ? Moi, je vais vous dire ceci. Autant je suis d'accord, la personne est relaxée, c'est une chose, n'est pas condamnable, n'est pas condamnée, mais elle devrait, ne serait-ce que pour respecter les gens, elle devrait démissionner de sa fonction. Et c'est là le vrai problème, c'est que autant la réponse de la justice est claire, autant par contre le comportement après cette décision du politique et qui se maintient en position fatigue les gens. C'est peut-être parce que vous n'avez pas démissionné suffisamment vite, Jérôme Cahuzac, aussi que... Non ? Je ne sais pas. J'aurais dû démissionner dès le premier jour où cette affaire a éclaté. C'est une erreur énorme que j'ai commise ce jour-là. Énorme. Bien sûr que j'aurais dû démissionner, ce qui accessoirement non, ce n'est pas accessoire, ce qui m'aurait évité ce mensonge à l'Assemblée dont je vous ai dit qu'il me hante depuis 10 ans. Il n'y a pas de jour que je n'y pense. Je ne veux pas revenir dessus. Bonjour monsieur. Je suis pas sûr de bien comprendre votre question, mais en revanche, je crains être en désaccord avec vos derniers propos, car si l'on faisait comme vous semblez le souhaiter, il suffirait que n'importe qui accuse n'importe qui, en l'espèce un politique, mais pourquoi pas un autre, pour que cet accusé voit sa vie basculer du jour au lendemain, lors même que la justice l'aurait reconnu innocent. La vie est compliquée, mais il y a au moins une chose qui est binaire, c'est coupable ou pas coupable. Bon, quand on n'est pas coupable, être traité comme si on l'était ne me paraît pas envisageable. Et pour ce qui est de la deuxième chance, il n'y a pas de loi pour ça. C'est à chacun de se décider, encore une fois dans le secret de sa conscience, est-ce qu'on peut ou pas accorder une seconde chance à quelqu'un, étant entendu que dans la vie de tous les jours, ce mécanisme de la seconde chance, il est permanent. Dans une famille, dans un couple, au travail, passer un certain moment dans sa vie, prétendre avoir toujours été irréprochable en tout me paraîtrait très audacieux. Et bien que n'ayant pas été irréprochable, la vie continue, y compris avec ceux à l'égard desquels on n'a pas été irréprochable, parce que cela, précisément, vous donne une deuxième chance. Je peux aussi prendre un exemple plus trivial. C'est le permis à points. Le permis à points, c'est juste l'instauration de la deuxième chance. Vous perdez des points, mais vous pouvez les regagner, on vous donne une deuxième chance. Je crois qu'il ne peut pas y avoir... je le pense vraiment, hein. Et ça n'est pas du tout un plaidoyer pro domo et pour ma cause, c'est une considération générale. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir de vie en société harmonieuse, de vie familiale, de vie professionnelle harmonieuse, si à un moment ou à un autre, celui qui a commis une erreur n'est pas pardonné, et dès lors qu'il est pardonné, si on ne lui donne pas une deuxième chance. Avant de refuser une deuxième chance à quelqu'un, que chacun réfléchisse à ce que serait sa position si on la lui refusait le cas échéant. Bien, Pierre, on va prendre Jean-Paul de Villeneuve-sur-Lot de nouveau. Encore un appel de Villeneuve-sur-Lot. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Monsieur Bourdet et bonjour Jérôme. Ah, vous connaissez, si j'ai bien compris. Ah, bien sûr, le Forban. Le Forban. Occitania. Qui est le Forban? Non, mais expliquez-moi, là, c'est qui? Ah, Jérôme m'avait baptisé, je suis président d'association occitaniste. Oui. Et bien souvent, à certaines réunions qu'il faisait, j'étais toujours bien placé, je posais toujours des questions, déjà un peu à conflit, indirectement. Mais alors, j'apprécie beaucoup Jérôme.
me souviens très bien de vous. Je lui avais fait une petite chanson qui dit ceci. Dis, quand reviendras-tu? Dis-nous, le sais-tu? Il y a le temps qui passe, j'ai mal l'émotion de lui chanter. Voilà, alors ma question, est-ce que tu m'entends, Jérôme? Oh oui, très bien. Voilà. Je m'excuse, je te tutoie, mais 83 ans me donne un petit peu de poids, je sais que tu n'es pas toujours d'accord. Moi, j'ai une question simple. Quand c'est que tu reviens? Mais je reviendrai très régulièrement au début de l'année prochaine. J'espère qu'on se verra. Oui, non, mais venir, c'est-à-dire reprendre ta ville, voilà. reprendre en main ta ville, qui est en train de se casser la gueule. Alors, Jean-Paul, pour avoir été élu maire 2 fois, j'en ai tiré une règle qui, je crois, est équitable. C'est difficile de porter un jugement sur le bilan d'une action municipale à mi-mandat. Je n'aimais pas qu'on le fasse quand j'étais maire, et je ne crois pas possible, pour moi en tout cas, de le faire maintenant que je ne le suis plus, et que d'ailleurs je ne suis même pas un citoyen villeneuvois, même si évidemment je me sens chez moi dans cette ville. Laissons les élus travailler. Un bilan se fait toujours, ne serait-ce qu'au renouvellement des échéances électorales. Le bilan se fait à ce moment-là. Il ne faut pas le faire prématurément. Il faut laisser leur chance aux élus. Moi, je suis favorable à ce que le climat s'apaise un peu à Villeneuve comme ailleurs. Et pour cela, il faut d'abord faire preuve d'un peu de tolérance, d'un peu de compréhension. Et voilà, donner leur chance aux gens. Bien, merci Jean-Paul, merci Jean-Paul. Pierre. Merci, à très vite. Merci Jérôme Cahuzac d'être venu nous voir ce matin. Merci de m'avoir invité. Comment avez-vous trouvé d'ailleurs cet entretien et ses réactions et dites-moi tout. Comment j'ai trouvé cet entretien? Tout, depuis 1 heure, vous êtes là. C'est difficile, Jean-Jacques. Et pourquoi? Parce que le souvenir de choses qui me sont épouvantablement pénibles est un souvenir douloureux, pas vous dire le contraire. Et je sais qu'il est douloureux pour d'autres, je le sais. Oui. Et cette douleur-là, je dois la porter, je dois l'assumer. Mais pourquoi remuer le couteau dans la plaie, puisque c'est difficile, et accepter des interviews? Puisque je crois savoir que vous allez être à la télévision ce soir, à la télévision dimanche. C'est une très bonne question. Je ne l'avais pas prévu. J'ignorais que la presse nationale serait présente la semaine dernière quand j'étais à Mont-Saint-Bran-Libos. J'ignorais. J'ignorais que les articles qui en sortiraient feraient état, avec une certaine stupéfaction de la part des auteurs de cet article, feraient état de l'accueil extraordinairement chaleureux et amical que j'ai pu recevoir. Et j'ignorais que, constatant ce décalage entre ce que certains peuvent penser de moi et ce que manifestement des citoyens de ce territoire rural, eux en pensent, j'ignorais que ce décalage fascinerait au point que je serais invité. Et que, à cette occasion, peut-être une forme d'animosité, d'hostilité réapparaîtrait. Au fond, si j'ai accepté votre invitation, si j'en ai accepté d'autres, c'est dans l'espoir que les choses s'apaisent enfin. Notre pays n'a pas besoin de polémiques inutiles, n'a pas besoin que l'on continue à brûler, à tuer, symboliquement bien sûr, des individus. Vous savez, la politique quand même en France, c'est un sport de combat. Hein. Mais dans les sports de combat, il y a des règles. On tape pas sous la ceinture, on frappe pas un homme à terre. Bon, je veux bien que la politique soit un sport de combat dans notre pays, mais peut-être faudrait-il que tous en respectent des règles absolument élémentaires. Écoutons la parole de l'autre, essayons de juger la sincérité des uns et des autres, entendons le repentir quand il est sincère, et évidemment le mien l'est. Et peut-être quand quelqu'un a un genou à terre, ou voire les deux, on pourrait peut-être arrêter de taper. Merci Jérôme Cahuzac d'être venu nous voir ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup.